Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, de recevoir Roland Hureau. Roland Hureau, bonjour. Roland Bonjour. Hureau, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous le connaissez bien. Il est patron d'émission Radio Courtoisie. C'est un des érudits les plus impressionnants de notre temps. Et je rappellerai très brièvement son pédigré. Il est normalien, agrégé d'histoire, énarque, ancien haut fonctionnaire, auteur d'une œuvre extrêmement riche, de nombreux essais portant sur l'histoire, la géopolitique, la politique, etc., plus d'une vingtaine, je crois. Et nous allons évoquer là, à l'occasion de la parution de son dernier livre en date, qui s'intitule « Le grand déclassement, la politique étrangère de la France depuis 2017 ». Et ce remarquable ouvrage est paru aux éditions de Paris Max Chalel, tout récemment donc. Et il fait suite à d'autres ouvrages déjà de Roland Hureau sur ce thème. Un thème ô combien d'actualité lorsque l'on voit comment la France ne joue plus ce rôle d'arbitre et d'intermédiaire qui était dans sa vocation profonde dans les affaires du monde. Et nous allons donc analyser tout cela avec Roland Hureau, et notamment, entre autres, à la lumière de la crise ukraino-russe et aussi de la crise du Proche-Orient. En effet, dans les deux cas, les événements semblent s'emballer et la France semble n'avoir aucune prise sur ces événements. Alors, on peut commencer peut-être par la crise ukraino-russe. Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Donc, en général, oui. Mais nous avons confirmation de ce qu'on pouvait penser dès le premier jour de la guerre, qui s'est traduit par ce que Poutine a appelé l'opération militaire spéciale en janvier ou février 2022, qui avait franchi un nouveau point d'escalade. C'est que on ne pouvait pas imaginer que la Russie puisse perdre une guerre. Elle a battu Napoléon, elle a battu Hitler. Bon, est-ce que Zelensky, avec ses patrons derrière, pouvait imaginer faire mieux que Napoléon et Hitler? C'était joué d'avance. Oui. Et c'était joué d'avance. Maintenant, ensuite, il y a eu beaucoup de péripéties, et notamment pour deux raisons. C'est que une partie des soldats ukrainiens qui ont, néo-nazis ou pas, je ne sais pas, qui avaient une ardeur à combattre, qui en a surpris plus d'un. Et ensuite, l'Occident avait fourni aux troupes ukrainiennes, au gouvernement ukrainien et aux troupes ukrainiennes, des armements extrêmement nombreux et sophistiqués. Et ça continue d'ailleurs. Ça continue alors qu'il y a de moins en moins de soldats pour les utiliser. Bon, les troupes russes avancent sur tout le front ukrainien, proprement dit, et même à Koursk, où je vous rappelle que les troupes ukrainiennes ont tenté de pénétrer dans le territoire russe. Même à Koursk, cette expédition cette percée est en voie de résorption progressive. Alors, beaucoup pensent que cette guerre, malgré les apparences, c'est que cette guerre a été déclenchée par Poutine et la Russie au titre de l'opération militaire spéciale en 2022. Mais d'autres, et nombreux,
dont un ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, pense que cette guerre est le résultat de 10 ou 15 ans de provocation continue destinée à entraîner la Russie dans une guerre. Alors la manière dont Poutine s'y est pris pour réagir à ces provocations, l'invasion, je dirais, franche et directe de l'Est, d'abord du nord et puis ensuite de l'Est de l'Ukraine, était-il la manière la plus habile de communiquer sur le plan mondial? Il a vraiment tout fait pour passer pour l'envahisseur, alors qu'au fond, ce n'est pas lui qui avait pris l'initiative de cette guerre. Ça, on peut en discuter. Je ne suis pas un communicant de première catégorie. Je sais aussi que Poutine pensait que, quelle que soit la manière dont la guerre allait commencer, ceux qui voulaient le soutenir allaient le soutenir, ceux qui ne voulaient pas le soutenir le combattraient. Bon, alors, ça, on a longtemps été incertain pour savoir si cette guerre des Ukrainiens et de nombreux mercenaires venus d'un petit peu partout, des deux côtés d'ailleurs. On a parlé des Nord-Coréens du côté de la Russie, mais on n'a pas parlé des djihadistes qui sont venus en appui des troupes ukrainiennes. Voilà, c'était deux hypothèses. La première, c'est de penser que les Occidentaux, c'est-à-dire le gouvernement américain, ne me parlaient jamais d'administration américaine, parce que l'administration suppose être neutre et au-dessus des partis, alors que c'est un gouvernement, et même un gouvernement particulièrement fort. Il faut faire attention au vocabulaire, comme je le dis souvent. Voulait-il véritablement, à partir de l'Ukraine, conquérir ou affaiblir la Russie, pour, in fine, qu'elle cesse d'être une puissance, voilà, coupée en morceaux, en plusieurs petits pays, inféodée à l'Occident. Ça, c'est le plan qui figure dans le livre publié en 2017 et que vous connaissez très bien. En 1997 de Brzezinski. 1997 de Brzezinski. Le grand échiquier. Le grand échiquier. Il présente cette perspective. Très clairement. Il faut qu'il y ait une seule grande puissance dans le monde si on veut que la paix soit maintenue. Il y en a deux qui font problème. On va s'occuper d'abord de la première qui est la Russie et ensuite de la Chine. Et en s'occupant de la Russie, on affaiblit la Chine. Oui, absolument. Et alors, ça c'est la première version. La deuxième, c'est qu'on a voulu simplement affaiblir la Russie en l'obligeant à entrer dans une guerre perpétuelle, à piétiner, et dans une guerre coûteuse, comme les Russes l'avaient plus ou moins fait au Vietnam. Enfin, les Américains avaient piétiné au Vietnam, mais ils ont finalement perdu quand même. C'est une guerre d'usure. C'est pas très moral, parce que tout ça s'est fait aux dépens du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien, on lui a promis qu'il allait gagner, on lui a promis qu'il aurait tous les secours possibles pour cela, et en réalité, on ne lui a donné que des armes de deuxième catégorie, sauf quelques exceptions. Oui. Et ne pourrait-on pas penser qu'il y avait aussi en même temps un autre objectif subsidiaire qui est de dresser une herse entre les Européens et la Russie, de manière à priver les Européens de cette arrière-cour russe de 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières, et qui était le complément naturel et le partenaire naturel des économies européennes, le gaz bon marché, les métaux ferreux et non ferreux, tout le tableau de Mendeleïev, le pétrole, et tout ça était donné vocation à la Russie d'être le fournisseur de matières premières de l'Europe. Bien sûr, ce qui aurait renforcé et la Russie et l'Europe occidentale. Au dépend d'une suprématie économique américaine. Vous avez tout à fait raison. Certains ont parlé de la volonté d'établir un rideau de haine entre l'Europe occidentale et la Russie. C'est ça. Les Russes voulaient affaiblir la Russie, mais pas la détruire, affaiblir l'Europe occidentale et séparer de manière forte et
quasi définitive la Russie de l'Europe occidentale, Voilà. précisément parce qu'ils sont, sur le plan économique, très complémentaires. Voilà. Et au sein de l'Europe occidentale, spécialement l'Allemagne. C'est spécialement l'Allemagne qui était la plus équipée au départ pour transformer toutes ces matières premières. Alors, et le pauvre peuple ukrainien qui, je vous rappelle, est passé de 50 millions d'habitants à 30 millions. Bon, ils ne sont pas tous morts, hein. Beaucoup d'exilés. Beaucoup d'exilés, et spécialement, ce qu'on ne dit pas, des exilés en Russie. En Russie, ils ne sont pas tous partis en Europe occidentale. Et donc, c'est incontestable qu'il y avait un dessein, un sombre dessein dans cette affaire-là. Et d'ailleurs, l'épisode du sabotage de Nord Stream est tout à fait significatif. est significatif. Dans les services de renseignement, par exemple, tout le monde sait très très bien qui a fait le coup. Bien sûr, bon, il paraît évident que c'était les États-Unis. Ou en tout cas, si c'est d'autres, ils ne pouvaient pas l'avoir fait sans le feu vert des États-Unis. Ça, c'est évident. Mais ce qui frappe dans cette affaire du Nord Stream, c'est pas ses conséquences économiques, parce que on pourrait continuer à faire le trafic de pétrole, on peut le réparer aussi. Les Russes ont dit qu'ils étaient prêts à le réparer en 6 mois. Il y a des cas de tuyaux est intact. Hein. Oui. Enfin, intact. Disons, l'explosion n'a pas réussi à le mettre hors de service. Oui, donc ça peut continuer. Ce qui me frappe, c'est le mutisme de tous les pays d'Europe occidentale. Ils subissent le plus grave des attentats terroristes effectués contre un pays de l'Europe occidentale et par là même de tous les pays. Il n'y a pas de précédent. Un attentat terroriste qui est commis par leur allié. Et tout le monde se tait. Personne ne proteste. Pas l'Allemagne en particulier, pas la France non plus, qui était partie prenante au travers d'Engie pour 30% du projet. Oui, qui a mis beaucoup d'argent quand même là-dedans. Hein. Bien sûr. Ça témoigne de l'abaissement, mais de la volerie aussi, parce qu'il n'y a pas d'abaissement sans consentement de celui qui est abaissé, et il consent d'autant plus, ou d'autant mieux, qu'il est lâche et craintif. Mais il faut dire aussi que les États-Unis ont les moyens, grâce à leurs services spécialisés, de tenir la plupart des chefs d'État d'Europe occidentale. C'est d'ailleurs ceux qui veulent faire bande à part. On a vu ce qui s'est passé avec le Premier ministre de la Slovaquie, qui est l'homme fort. Hein. C'est le Premier ministre. Dans certains pays, c'est le président. Dans d'autres, c'est le Premier ministre. Il a été assassiné. Bon, il n'est pas mort, parce que les progrès de la médecine font que il est robuste, des gens qui auraient été assassinés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, on arrive à les remettre sur pied. Mais l'avertissement est très fort. En Moldavie, la femme qui soutenait l'Union européenne et par là même l'OTAN, parce que c'est la même chose. C'est la même chose. À aucun moment, vous ne voyez des gens qui soutiennent l'un ou l'autre. C'est pareil. Eh bien, elle a gagné de justesse grâce à une tricherie importante. Et puis, vous avez la Roumanie. Alors, on ne sait pas ce que va donner le deuxième tour. On peut redouter qu'il y ait une offensive terrible pour empêcher le candidat venu en tête, qui est peut-être pas pro-russe, mais qui veut se dégager de l'OTAN. Ce qui est assez logique, compte tenu de la position de la Roumanie sur la carte d'Europe et de l'histoire de la Roumanie aussi. Il y a des craquements, mais ils sont impitoyablement pourchassés. J'en arrive même à me demander si la crise que traverse M. Kohl en Allemagne Scholz, bien sûr, Scholz, n'est pas liée, qui fait qu'il y aura l'année prochaine des élections anticipées, où tout le monde s'attend à ce que le président du parti chrétien-démocrate, qui est un otanien, un atlantiste à tout va, et un belliciste à tout va, hein, ce qui n'est pas le cas de Scholz, n'est pas lié aux démarches qu'a faites M. Scholz pour se rapprocher de la Russie, aux signaux qu'il lui a envoyés, prenant position pour l'après-guerre. Ce que nous aurions dû faire, nous, Français, pendant que nous sautons en l'air pour dire on va faire de la surenchère, on va envoyer des troupes, etc. Le chancelier Scholz avait tempéré les choses dans les derniers mois.
D'ailleurs, Et son refus de livrer des missiles Taurus, voilà. qui sont très efficaces à très longue portée et particulièrement redoutables, hein, Oui. de les livrer donc aux Russes, a certainement beaucoup ulcéré l'État profond de Washington, hein. Mhm. Cette affaire de Taurus a dû les énerver beaucoup. D'accord. Et là, on voit que dans les derniers temps, Scholz carrément a appelé Poutine pendant 1 heure. Alors là, il signait son arrêt de mort politique. Bon, c'est peut-être pas un coup de fil, c'est ce qu'il a dit dans le coup de fil, peut-être. Oui, C'est parce qu'il a été oui. écouté Et que sûrement. largement écouté. Oui, oui. Parce que Macron aussi Oui, avait téléphoné à un certain moment à Poutine, comme étant une maladresse grave qui était de révéler le contenu de la conversation après, ce qui ne se fait pas dans l'ordre international. C'est donc l'Occident est bien tenu, mais il y a des prises de distance. Celle de la Roumanie est sans doute la plus importante. Pour l'avenir de ce conflit, je vois 3 points à surveiller. D'abord la Roumanie. Dès le départ, j'avais pensé que la Roumanie avait tout intérêt à se mettre du côté des Russes pour récupérer la Moldavie. Parce que qu'est-ce que la Moldavie ? C'était une province de la Roumanie. Et je rappelle que la majorité des Moldaves se trouvent en Roumanie. Il en restait quelques-uns à l'extérieur, qu'on appelait la Bessarabie. Cette Bessarabie avait été prise par Staline à la Roumanie en 1945 comme prise de guerre, parce que la Roumanie n'était pas du même bord que la Russie à ce moment-là. Ils ont, et comme quand ils en ont fait une république spéciale, parce que les Moldaves ne se sentaient pas du tout ukrainiens, et quand est venue l'heure de la fin du communisme, la Moldavie s'est trouvée une république indépendante, et avec une forte pression de la part de l'Union européenne pour la faire rentrer, et pour la protéger. Alors, la Roumanie, c'est important. À mon avis, les Roumains avaient tout intérêt à s'appuyer sur les Russes pour récupérer la Moldavie. Mais il y a une vallée qui est à la frontière de l'Ukraine et de la Russie, qui s'appelle, la Transnistrie, qui est peuplée de Russes, de colons russes, qui sont là depuis assez longtemps. Bon, ces colons russes n'ont pas accepté que la Roumanie que la Moldavie soit détachée de la Russie. Donc ils ont fait une république indépendante de facto. Qui suit la vallée orientale. Alors, on peut imaginer que Poutine ait envie de récupérer la Transnistrie. Et cette Transnistrie est quand même un casus belli. C'est la raison pour laquelle on fait tellement pression pour la Moldavie pour qu'elle rentre dans l'OTAN, parce que s'il est attaqué au sujet de la Transnistrie, ça entraînera l'escalade que souhaitent les gens qui dirigent l'Occident, incontestablement. Donc la Moldavie est à suivre de très près, la Roumanie aussi. La Roumanie, dans la Première Guerre mondiale, qui est fondatrice pour les allégeances et les alignements, était du côté des alliés, France, Angleterre, Russie. Ça, c'est mon grand-père qui avait fait la Première Guerre mondiale, me racontait qu'ils étaient les bons et les mauvais parmi les pays de cette région. La Roumanie, c'était des bons. La Bulgarie, c'était des mauvais, ils étaient du côté des Russes. Ils étaient du côté des Allemands. Ah, donc, il faut suivre de très très près ce qui va se passer en Roumanie. Et puis, vous avez Odessa aussi. oui. On peut imaginer que Poutine puisse faire un cessez-le-feu sur les positions qu'il a déjà acquises, c'est-à-dire pratiquement tout le Donbass. Donbass qui n'est pas russophone, qui est russe. Pas la même chose. Et l'origine de la population du Donbass, ce n'est pas des indigènes du coin. C'est quand Staline a décrété l'industrialisation à marche forcée de la Russie en 1930, on a fait venir de gré ou de force, et généralement de force, des paysans de tout le territoire russe pour les concentrer dans le Donbass, où il y avait du charbon, et on a développé toute une industrie à partir du charbon. C'était la fameuse priorité à l'industrie lourde.
Donc ces gens-là, mais ils n'avaient pas d'autre langue commune que le russe, bien entendu. Et je rappelle, ça ne se sait pas, que le célèbre ouvrier Stakhanov, sacré champion de l'extraction du charbon par le régime, était du Donbass. Alors, Odessa est une ville un peu magique. Elle a été construite par le duc de Richelieu. le duc de Richelieu, mais il l'a fait au nom de Catherine II, dont il était l'amant. Oui. Et le duc de Richelieu, qui est un descendant, petit-neveu du grand Richelieu, a fait cette ville, mais pour le compte de Catherine II, pas pour le compte des Ukrainiens, pour le compte de qui que ce soit. Ville très belle, où j'ai eu la chance d'aller il y a quelques années, et qui a un opéra magnifique. Je me suis dit, il faudrait faire un grand festival international dans cet opéra. Et donc, Odessa, il y a un parti la population se sentait plutôt pro-russe aussi. Hein. Et il y a eu une guerre civile qui a suivi le coup d'État de 2014, où l'État ukrainien a commencé par réduire les poches de rébellion du sud de la Russie, constituées par tous ceux qui n'acceptaient pas l'allégeance à Kiev. Et à l'occasion de cette répression, il y a la maison de syndicat qui a brûlé, il y a eu plus d'une cinquantaine de victimes. Oui, une cinquantaine de victimes qui étaient pro-russes, qui étaient des pro-russes. Oui. Donc il y a toute une charge symbolique là qui fait que Odessa, c'est dommage que Poutine n'ait pas, parce que là, s'il la réclame maintenant, ça va être beaucoup plus difficile. Il passera à nouveau pour l'agresseur. Je ne sais pas comment ça va se trancher. Et puis, l'Ukraine, qui va demeurer sans doute, où elle a un débouché sur la mer, et ça ne peut être qu'Odessa, où elle n'a pas Odessa, elle n'a pas de débouché sur la mer. Vous me direz, c'est pas très grave, il y a des tas de pays en Europe centrale qui n'ont pas de débouché sur la mer. Hein. La Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, bon, enfin, c'est quand même une diminutio capitis de ne pas avoir un débouché sur la mer. Donc il y a un caractère stratégique de la ville d'Odessa qui pourrait être un empoisonnement pour les projets de paix que caressent chacun de son côté Trump, puisqu'il a dit, on peut le croire sur ce sujet, et Poutine. Alors, ne pensez-vous pas que jusqu'à l'intronisation de Trump le 20 janvier prochain, ce qu'on peut appeler l'État profond américain ne pousse-t-il pas à une escalade dangereuse? Oui, tout à fait. On a l'impression depuis 15 jours que les démocrates, qui ne sont pas en profondeur, qui sont à la tête de l'État, hein, spécialement ceux qui viennent, ce qu'on appelle les néoconservateurs, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont des gens de gauche, mais les Français ne le savent pas, parce que les idéologues jouent toujours sur les mots, hein, ils font croire qu'ils sont... Alors que c'est de l'extrême gauche woke, les néoconservateurs. On fait croire que ce sont des conservateurs. Beaucoup de gens sont dupes. Ces gens-là qui ont tenu le gouvernement, le dernier gouvernement, en particulier Victoria Nuland, qui a pris du recul, mais qui est toujours dans les couloirs, je suppose, et dans les comités. Ces gens-là sont des idéologues fanatiques, totalement fanatiques. Alors vous avez deux interprétations, l'une qui pourrait être raisonnable, enfin, si tant est que la raison ait sa place dans ce genre de jeu, qui est de dire ils veulent miner le terrain pour que Trump trouve une situation désastreuse un petit peu partout, avec des conflits qui se seront multipliés, pour lui rendre la tâche difficile, mais pas pour l'empêcher de faire remplir sa tâche après. L'autre interprétation, c'est que il joue la stratégie du pire. C'est-à-dire que les idéologues, les vrais, ils sont totalement pénétrés de leurs idées, totalement pénétrés du fait qu'il y a des bons et des mauvais, que les mauvais ne peuvent pas gagner, c'est métaphysiquement impossible, et que s'ils gagnent, il faut mettre le feu à la baraque. J'étais
la conception d'Hitler. Hein, Oui, oui. C'était pas du tout celle de Mussolini, par exemple. Alors, il y a autour du Parti démocrate, il peut peut-être à la CIA, mais c'est parce que l'État profond, c'est pas ça désigne beaucoup d'entités, hein, on ne sait pas lesquelles. Des gens, des jusqu'au-boutistes, qui veulent tout détruire avant de passer le pouvoir. C'est-à-dire Et créer une situation de guerre mondiale. Oui, Oui. voilà, une situation de guerre mondiale. Ils ne veulent pas seulement tout détruire, mais réallumer. On a l'impression qu'ils réallument Oui. tous les feux qu'ils avaient allumés, qui étaient plus ou moins éteints. Oui. La Syrie, Oui. puisqu'il n'y avait plus de guerre depuis 2018. Vous avez, même si les problèmes n'étaient pas tout à fait réglés, vous avez le Kosovo, où les gens Oui. du Kosovo se remettent à vouloir expulser les derniers chrétiens qui se trouvent dans le nord de ce pseudo-État. Et vous avez la décision d'autoriser, qu'on n'avait jamais prise jusque-là, d'autoriser le président Zelensky à utiliser certaines armes puissantes, en particulier des fusées, pour frapper à l'intérieur du territoire russe, qui est extrêmement dangereuse aussi. Alors, donc, s'il s'agit de la politique du pire, je vous parle des gens qui n'acceptent pas. Nous avions en 1962 connu, il y avait des gens dans l'OS qui voulaient faire sauter tout ce que la France avait construit en Algérie. Mais ça, ce sont des attitudes. Il faut espérer que ce n'est pas l'attitude de ceux qui ont pris toutes ces initiatives. On vous dit que l'autorisation de pénétrer dans le territoire russe est limitée à certaines zones, dont celle de Koursk, qui n'a aucun intérêt stratégique. Koursk, c'est une plaine où presque personne n'habite. Mais c'est un grand symbole, parce que la bataille de Koursk fut, autant que Stalingrad, la grande bataille qui permit à la Russie de battre l'Allemagne en 1944. Et puis il y a quand même une centrale nucléaire. Et il y a une centrale nucléaire à côté. Enfin, je ne crois pas qu'il ait fait exprès à cause de centrale nucléaire, mais quoique, la malignité. Certains analystes pensent qu'elle faisait partie de l'objectif. Ils n'ont pas pu l'atteindre, mais ça aurait été un moyen de chantage. Alors, il y a, semble-t-il, une opposition entre les milieux militaires du Pentagone et les civils, notamment du secrétariat d'État, affaires étrangères, les bellicistes étant les civils et les modérateurs étant les militaires, à la fois par les militaires modérateurs, à la fois parce qu'ils savent ce qu'est la guerre, et puis aussi parce qu'ils sont parfaitement au courant de l'avancée technique des Russes en matière de missiles hyper véloces. Voilà. Et les Américains investissent massivement dans la recherche et développement sur les hypervéloces, mais il y a la force d'inertie du retard accumulé, et donc ils ont besoin de plusieurs années pour rattraper les Russes. Donc pour l'instant, les Russes leur sont nettement supérieurs. Les Russes atteignent jusqu'à Mach 15 et visent Mach 20, etc. Les Américains viennent à peine de faire un essai à Mach 5, etc. Les militaires savent très bien tout ça et savent que les porte-avions américains, par exemple, seraient en grand danger en cas de conflit ouvert avec Bien la sûr, Russie. bien sûr. Mais ça, je crois que la Russie a les moyens de les détruire tous en 24 heures. Parce que les systèmes antimissiles ne savent pas arrêter ces missiles hypervéloces qui tombent dans la stratosphère. Les États-Unis sans porte-avions, Voilà. Ils sont castrés, quoi. Exactement. Et il y a un précédent historique de ces mastodontes des mers exposés à des tirs aériens. C'est les dreadnoughts, les cuirassés géants britanniques de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient été envoyés par le fond par des petits avions torpilleurs japonais qui étaient des moustiques à côté de ces monstres. Mais les moustiques envoyaient des torpilles qui, tapant dans la soute à munitions,
faisait une très grosse explosion et envoyait le mastodonte au fond de la mer, quoi. Et ça avait été un choc à l'époque pour la marine anglaise. Et il semblerait que les sous-marins, que les porte-avions américains géants soient aujourd'hui des cibles toutes désignées Oui, pour des missiles hypervéloces sans doute, oui. que la flotte d'escorte ne pourrait pas stopper, quoi. Mais on peut se demander s'il faut faire très gros pour Voilà. la guerre d'Ukraine. De plus en plus, comme nous l'avons entendu il y a 2 jours, une guerre de drones. Oui. Et les drones sont des petites choses manipulées par des jeunes gens Oui. qui s'y connaissent en informatique C'est ça. et qui sont dans les bois et qui peuvent détruire des chars, détruire des des gros fantassins. bâtiments, des fantassins, Et bien aussi. sûr, des fantassins. Il ne faut pas prévoir trop gros. J'ai vu récemment une émission, enfin, on déborde un petit peu sur l'histoire, mais Porsche, monsieur Porsche avait, très proche d'Hitler, lui avait conseillé ou alimenté le fantasme d'Hitler de gagner la guerre avec des chars plus gros que tous les autres. Bon, il aurait été très difficile de les construire, alors que Staline, qui avait des ambitions plus limitées quant à la taille du char, mais qui en a construit beaucoup plus, notamment pour les batailles de course, que des centaines. Et donc, à la fin, ces chars se sont enlisés, ils n'étaient pas assez souples, ils avaient coûté très cher, et à la place de ces chars, on n'avait pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Oui. C'est-à-dire que le fantasme de la taille n'est peut-être plus aujourd'hui d'actualité, à tel point que d'ailleurs je me demande si le char est encore une arme d'avenir. C'est une vraie question. Alors, j'ai posé la question récemment à un ancien DGA qui m'a dit que oui, il y aura toujours des chars, mais enfin, parce que les contre-mesures seront développées au fur et à mesure qu'il y aura des risques, mais je ne sais pas. Et pour ce qui est des affrontements sur la mer, l'amiral Gorchkov russe avait orienté la stratégie des chantiers navals, avait orienté les chantiers navals russes vers la construction de petites unités de surface ultra rapides et bourrées de missiles. C'est-à-dire l'inverse des mastodontes américains. Et donc, des petits destroyers bourrés de missiles, très mobiles, très rapides, et qui peuvent faire très très mal à une flotte de mastodontes. Et qui peuvent apparaître très rapidement, c'est surtout ça l'intérêt. Les mastodontes et du mastodonte français, qui est le porte-avions France. Ben oui. Il est seul, mais enfin, s'il disparaissait, ça serait tout de même un grand symbole. C'est-à-dire qu'il y a un antagonisme maintenant très marqué entre le fait qu'effectivement le porte-avions est un instrument de projection de la puissance tout à fait remarquable, mais en même temps, les nécessités de la projection de la puissance voient apparaître maintenant un grand danger, c'est les missiles et le fait qu'ils peuvent être extrêmement efficaces contre les mastodontes des mers. Là, il y a une contradiction très difficile à résoudre. Bien sûr. Donc, je crois que vous avez raison, Laurent. Si les États-Unis, s'il y a une chance de paix, une chance que l'esprit très offensif et très agressif des milieux dirigeants américains côté démocrate, et qui ne sont plus là que pour un mois, soit bridé, c'est par la crainte d'une supériorité militaire, technique des Russes. Bon, je le dis avec tout de même des précautions, parce que tout le monde ne le voit pas comme ça, spécialement dans nos états-majors, où ils ont toujours une vue très optimiste des capacités de l'Occident. Je précise à cette occasion que les missiles hypersoniques qui font aujourd'hui une des forces de l'armée russe, dans leur état actuel, ont été créés par un certain Jean-Pierre Petit, qui était un ingénieur français. Oui. Qui a proposé ça d'abord au ministère de la Défense français. Oui, et qui s'est heurté à l'inertie bureaucratique, comme je connais ça.
J'ai suffisamment fréquenté la haute fonction publique. Des gens qui vous pensez leur avoir apporté l'idée du siècle, ils vous regardent avec ironie, mais vous pensez pas qu'on n'y a pas déjà... Enfin, vous n'imaginez pas qu'on n'y a pas déjà pensé. Et puis on n'a pas tout à fait ça, mais on a autre chose qui pourrait remplacer, etc. Et puis rien ne se fait. Rien ne se fait parce que les bureaucraties n'aiment pas qu'on leur donne tort en apportant des innovations qu'elles n'ont pas elles-mêmes introduites. Et comme elles sont incapables d'innovation, ou très peu capables d'innovation, bien, il ne se passe rien. Voilà la situation. Je voulais rappeler alors, Jean-Pierre Petit a été accueilli à bras ouverts quand il s'est tourné vers les Russes pour mettre en œuvre ses inventions. Et ils avaient d'ailleurs pris connaissance des publications qu'il avait faites dans certaines revues scientifiques sur ce principe révolutionnaire qu'il avait exhumé. Et ils ont pris contact avec lui et effectivement, ils ont engagé des fonds considérables, des équipes énormes pour que son concept prenne corps sous la forme des missiles hypervéloces. Les principes, en réalité, les principes techniques sur lesquels repose cette arme, moi je ne les connais pas. Je ne suis pas sûr qu'elles soient très connues, parce que s'ils étaient très connus, les Américains auraient vite fait de les imiter. S'ils ont des difficultés pour en faire aussi bien, c'est que c'est pas si simple que ça. Oui, parce que les Russes ont fait ces développements le plus discrètement possible. En 2018, Poutine a annoncé l'émergence de ces armes nouvelles. On ne l'a pas pris au sérieux. Non, ça, on l'a pas cru. Il s'avère que c'est surtout à la lumière des événements de la guerre d'Ukraine que les milieux militaires occidentaux ont commencé à comprendre que c'était une réalité, ces missiles hypervéloces. Et Poutine a fait une démonstration très récemment, à la suite des attaques ukrainiennes dans le sud de la Russie. Il a fait envoyer une de ses fusées hypersoniques sur une usine très importante au centre de l'Ukraine, à côté de Dniepropetrovsk. Et qu'il n'y avait aucune charge militaire, même pas de charge conventionnelle. Il y avait 6 têtes Mirv, vous savez, le mirvage, et se terminant par des pointes en tungstène, qui est un matériau extrêmement résistant à la chaleur et à tout. Et par la seule énergie cinétique, le missile ces projectiles frappant à 11 fois la vitesse du son, c'est-à-dire à peu près 11 ou 12 000 km/h. La masse par la vitesse, on avait une force de perforation phénoménale qui creusait des trous à plusieurs dizaines de mètres. Le service ukrainien a fait très vite une barrière de non-accès autour pour pas qu'il y ait trop de témoins qui voient l'ampleur des dégâts. Et ce choc avait provoqué l'équivalent d'une secousse tellurique. Et la force de destruction par l'énergie cinétique, la masse par la vitesse, sans charge militaire, a provoqué un effet de sidération sur les observateurs. Oui. Et si vous n'avez pas si vous avez les capacités de taper assez fort avec un bâton, vous n'avez pas besoin d'un fusil, quoi, en gros. C'est ça. Alors, c'est passé pour un avertissement. Il n'est pas sûr que, du côté américain, on a minimisé la chose, laissant entendre qu'on n'avait pas compris l'avertissement. Je ne sais pas ce qui va advenir, selon si on a des gens très suicidaires à la tête des États-Unis pour profiter et de la déliquescence de M. Biden et du fait que M. Trump n'est pas encore en place, tous les périls sont permis. Alors, ils ont allumé les foyers incandescents au Kosovo, en Syrie, en même temps. Et puis, c'est en Géorgie aussi. Il y a une tentative de révolution de couleur, comme on dit. Il y aura sans doute une grosse résistance à la prise de pouvoir par le candidat le mieux placé en Roumanie, qui est un candidat pro-russe. Ça
Vous savez, quand il y a des gens qui jouent avec le feu, même s'ils vous disent qu'ils contrôlent la chose et qu'ils n'iront pas trop loin, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous avez raison, et beaucoup de gens sont inquiets de voir l'évolution des choses. Et pour certains, comme je le disais, pour certains idéologues, l'idée que quelqu'un comme Trump puisse diriger les États-Unis est impossible, invraisemblable. Donc il faut tout faire pour que ça ne soit pas possible, pour que ça n'arrive pas. Je n'ai pas le dernier mot sur le sujet. Oui. Et on voit au Proche-Orient comment cette entrée en scène de ces combattants islamistes, poussés par la Turquie, elle-même relais des États-Unis. Sur ce sujet-là, elle n'est pas toujours le relais des États-Unis. Pas toujours. Mais sur ce sujet-là, elle l'est. Oui. La diplomatie de M. Erdogan est à géométrie variable quand même. Et quand ça l'arrange, elle joue la carte américaine, c'est sûr. Et là, on voit très bien comment l'objectif de détrôner Assad est poursuivi par cette offensive djihadiste, savamment organisée par Erdogan depuis plusieurs mois à partir de la poche d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. Poche d'Idleb qui était un chaudron d'Idlib, qui était un chaudron islamiste. Oui. Surveillé, contrôlé et cultivé par Ankara. Et là, le déclenchement de l'offensive, fort opportunément, à la faveur de l'affaiblissement du Hezbollah et du fameux axe de la résistance iranien. Là, l'occasion était belle de détrôner Assad. Et apparemment, il semblerait quand même que le régime de Damas soit très inquiet. Assad a mis sa famille en sécurité en dehors de la Syrie. Ah oui. Ce qui est quand même pas très bon signe. Et l'armée syrienne semble, donc l'armée d'Assad semble très peu opérationnelle. C'est ça qui est inquiétant, c'est que Assad avait remporté une victoire sur le terrain, incomplète certes, mais très large. C'était pas lui. Avec ses alliés, oui. C'était pas lui, c'était le Hezbollah. Essentiellement le Hezbollah qui est affaibli et qui a peut-être été affaibli dans le but de cette opération. Mais il se peut que les ambitions d'Israël soient pas seulement le contrôle du Liban, mais le contrôle de la Syrie. Alors, si la guerre s'était terminée vers 2018... grâce à la Russie aussi, hein, et le Hezbollah. Oui, ça a été le binôme Hezbollah pour les troupes au sol et subsidiairement alors les Kurdes qui ont affaibli l'État islamique, lequel était hostile à Damas, à Assad, parce qu'il y a eu les Kurdes aussi. Et puis le binôme donc avec en force aérienne les chasseurs-bombardiers russes qui ont fait un travail. Non, il y avait des Russes au sol, il y avait 5000 Russes au sol. Et 5000 Russes au sol aussi, notamment des Wagner, notamment. Oui, mais 5000 Russes, c'est 1% de l'armée russe en Ukraine. La raison pour laquelle certains disent que si véritablement les Russes qui avaient arrêté l'offensive, plus que l'offensive, qui avaient neutralisé les islamistes en dehors de la zone d'Idlib à la fin des années 2010, s'ils mettent le paquet, ça leur sera possible parce que trouver 5000 hommes de qualité de haut niveau sur une armée de 500 000, c'est possible aussi. C'est possible, mais simplement, on n'a pas l'impression qu'ils l'ont fait. Ils se contentent de bombarder, et en particulier de bombarder Idlib. Et quelqu'un nous a dit il y a quelques jours, avec ce qui s'est passé à Gaza, les Russes n'auront plus aucun scrupule pour détruire Idlib. Alors, Idlib, c'est une ville qui est dans le nord de la Syrie, qui est sous contrôle turc, vous avez raison, mais l'État syrien, au fur et à mesure qu'il reconquérait les territoires, envoyait tous les islamistes qu'il trouvait à Idlib. Donc là, c'était une espèce de réserve naturelle pour les islamistes défaits et vaincus, sauf que maintenant, ils sont sortis de la réserve. Et bon,
Alep, c'était leur cible principale, mais ils ne contrôlent pas vraiment tous les quartiers. Hein. C'est un peu compliqué, une grande ville, de contrôler une grande ville. En revanche, Hama et Homs, qui sont deux villes qui rapprochent de Damas, c'est très important. Maintenant, il y a une incertitude, c'est l'état de l'armée syrienne, et puis l'état du gouvernement syrien. Parce que certains disent que Hafez el-Assad s'est reposé sur une bourgeoisie corrompue. Il a été très passif, alors qu'il aurait fallu prendre toutes les dispositions pour reconstruire non seulement l'armée, mais l'administration, et que ça n'a pas été fait. Et que le moral des troupes syriennes ne serait pas au beau fixe. Ça si tout cela est vrai, c'est grave. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, parce que le noyau dur de l'armée syrienne a été constitué par les coreligionnaires d'Assad, les Alaouites. Les Alaouites, qui la dernière fois étaient menacés de mort et d'exécution immédiate si les djihadistes prenaient le pouvoir à Damas. Mais aujourd'hui, les djihadistes sont plus habiles. Ils jouent la tolérance. Ils disent qu'ils sont des djihadistes doux, si tant est que le concept ait une signification, pour éviter que les Alaouites ne soient en position défensive et donc n'aient d'autre choix que de combattre avec ardeur. Alors, je ne sais pas, c'est difficile d'avoir les derniers éléments d'information, moi je vous en donne quelques-uns. Il paraît que les envahisseurs djihadistes à Alep organisent de généreuses distributions de pain dans les rues, oui. Gratuit. Et les populations voient arriver donc ce pain qui les sort d'une sorte de disette chronique. Et alors, on voit que derrière ces phalanges islamistes, il y a du financement, il y a des moyens. Bien sûr. Et financement américain. Oui. Américain. Oui. C'est ça. Il faut se souvenir que dans la Première Guerre, il y avait des Américains très riches qui avaient financé eux-mêmes les groupes islamistes. C'est ça. Parce que les groupes islamistes, il y a des gens qui traînent par là dans tout le Proche-Orient. Si vous les payez assez cher, ils vont constituer un groupe rebelle quelque part, ça c'est sûr. Notamment la famille Kravis, qui est très proche de Macron. Très proche de Macron. Ah oui. Enfin, c'est pas Macron qui leur donne les ordres, c'est plutôt l'inverse. Hein. Et, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons vous passer un message et puis rappeler les références de notre émission et continuer ce passionnant échange. Chers amis, comme l'an passé, un généreux mécène renouvelle son soutien à notre radio. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don fait à Radio Courtoisie d'ici le 31 décembre. Vous le comprenez, il s'agit d'une aide providentielle, car nous avons besoin de 120 000 € pour finir 2024 à l'équilibre et de 100 000 autres pour lancer les enquêtes et reportages qui nous permettront de promouvoir vos idées et de combattre celles de nos ennemis en 2025. J'insiste, il n'y a pas de petits dons. Chaque euro compte. Plus que jamais, et surtout si vous écoutez nos programmes sans contrepartie, je vous demande de participer à notre marathon du don afin de développer Radio Courtoisie pour toujours mieux défendre vos idées. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui M. Roland Hureau pour son livre « Le grand déclassement, la politique étrangère de la France depuis 2017 », publié aux éditions de Paris, Max Chalel.
Le thème de l'émission, les aberrations de la politique étrangère française. Quelques messages nous sont arrivés. Oui. Un dernier message. Oui, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur ce que fera Donald Trump à propos de l'Ukraine. Son idée présentée par le général Kellogg revient simplement à créer une sorte d'armistice qui ne durera pas plus de quelques années, à l'image du traité de Versailles en 1919. Premier message. Un autre message, alors qui revient sur la problématique des chars que nous évoquions tout à l'heure. Cet auditeur rappelle que la bataille de Kursk est la plus grande bataille de chars de tous les temps, celle qui a engagé le plus grand nombre de chars pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands qui avaient les meilleurs chars auraient dû gagner, mais ils ont perdu car les Russes avaient un système de décodage, le système Enigma. À partir de là, les Russes connaissaient tous les mouvements et déplacements et les intentions à l'avance. D'autres messages arrivent également. Un message assez long qui a été adressé. Quelques remarques. Je vais quand même vous le lire et les citer. Monsieur Brzezinski n'a fait que reprendre la stratégie américaine définie et écrite avant 1898 par l'amiral Mahon, professeur à l'école navale de Rhode Island, prévoyant d'isoler la Russie par ses conflits sur ses bordures européennes et la Chine par le contrôle de ses voies maritimes, le tout visant à établir la domination du monde par celui des échanges par mer. Deuxième remarque, Poutine n'a fait que précéder dans l'urgence une invasion du Donbass, et cela se doublait d'une opération à but politique qui allait aboutir des négociations à Ankara et Minsk, jusqu'à l'intervention de Boris Johnson, qui a persuadé Zelensky de se lancer dans la guerre et de liquider son principal négociateur, assassiné dès son retour à Kiev. Autre troisième remarque par cet auditeur, depuis 2014, on voit se dérouler la stratégie profonde qui est bien celle de Mahon, l'entretien des conflits, mais en faisant le maximum de morts pour rendre toute réconciliation impossible. Et maintenant, pour ne pas laisser à la Russie, qu'un pays ravagé par la guerre et peuplé d'infirmes pour le restant de la population. L'Ukraine était le pays le plus riche de l'URSS, elle sera le plus gros boulet de la Russie. Tout cela s'inscrit en fait dans une stratégie d'élimination de l'Europe de la scène mondiale, affaiblie par tous les moyens. C'est bien l'Europe qui a été le plus touchée économiquement par les conflits englués dans les sanctions décidées à Washington et par la destruction des Nord Stream. Trump vient de confirmer la panique autour de la suprématie basée sur le dollar et menaçant les BRICS de droits de douane de 100%. Un aveu d'impuissance. Voilà, je ne fais que vous lire des remarques d'auditeurs. Oui, vous continuez ou vous... Oui, allez-y. On ne peut que souscrire à ces analyses pertinentes. Je veux bien que cette stratégie d'affaiblissement de l'Europe occidentale ait été décidée avant la guerre de 1914-1918, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Le contexte aujourd'hui est différent. Il y a un certain moment, tout de même, les États-Unis croyaient avoir intérêt à renforcer l'Europe occidentale. C'était au moment de la guerre froide, pour avoir un barrage contre les soviétiques. Donc on ne peut pas systématiser tout ça. Je souscris tout à fait à l'appréciation très négative sur les agissements criminels de 3 chefs d'État occidentaux qui ont tout fait pour saboter l'accord que représentait en 2016 les accords de Minsk, qui auraient permis de trouver une solution. Ils étaient acceptés par la Russie, ils étaient acceptés par Zelensky, et Boris Johnson est arrivé pour casser l'accord, en disant à Zelensky, vous en faites pas, on va vous soutenir, c'est vous qui allez gagner la guerre. C'était les négociations de paix en 2020. Une négociation de paix en Turquie, entre Zelensky Non, celles-là sont antérieures. Oui, même parce que les accords de Minsk, oui, il y a deux choses. Il y a les accords de Minsk qui ont saboté délibérément M. Hollande
Et Merkel, par une passivité totale et aucun désir de les faire appliquer. Bien sûr. Et d'ailleurs, ils en ont fait l'aveu eux-mêmes en disant que ça laissait le temps comme ça à l'armée ukrainienne de se muscler. De devenir assez forte pour envahir la Russie. C'était voilà. de ça qu'il s'agissait. Et puis alors après, il y a eu une négociation qui semblait devoir être couronnée de succès entre les Zelensky et les Russes. Et là, Boris Johnson est arrivé en courant Bien sûr. Auprès de Zelensky pour lui dire de ne pas signer et qu'il aurait le soutien absolu des Occidentaux. En mars 2012. 2022. Mars 2022. C'était également, tout à fait, ce sont des criminels, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 1 million de morts, il y en a 500 000 du côté ukrainien, on ne sait pas très bien du côté russe. Et combien d'infirmes, combien de malheureux infirmes. C'est monstrueux, cette affaire-là. Et M. Hollande, avec son air un peu lourd, bien, il est co-responsable de cette affaire-là, parce que les Américains ne voulaient pas cet accord de Minsk, mais ils avaient autorisé la France et l'Allemagne d'essayer de le développer, de le maintenir. Oui. Mais au lieu de le faire, ils ont joué le pire et ils ont, comme les Américains le souhaitaient, essayé de faire échouer cet accord. Ils y sont arrivés. Et donc ça a débouché sur la guerre. C'est assez abject. C'est assez abject d'abord. C'était les socialistes qui étaient au pouvoir en France, y compris M. Macron, qui était ministre socialiste, encarté du Parti socialiste, il faut le savoir aussi, héritier de Jean Jaurès et de toute une rhétorique sur la gauche et la paix, soit les principaux boutefeux de ce conflit monstrueux. On n'est plus du temps de Jaurès, c'est autre chose. Et alors, d'autre part, votre interlocuteur, il a tout à fait raison de dire que se préparer une opération de purification ethnique où l'armée ukrainienne aurait repoussé en Russie tous les Ukrainiens du Donbass, c'est-à-dire russes ou russophones. C'est avéré, donc Poutine a pris les devants. Mais quand même, il a mal géré la communication. Je ne sais pas s'il aurait pu peut-être laisser les autres commencer pour pouvoir dire qu'il était en défensive. Peut-être difficile de juger parce qu'on n'était pas à sa place. Sur le plan de la communication, cette opération militaire spéciale n'a eu qu'une seule réussite, à faire rentrer dans les services, dans les esprits, l'opération, la désignation de l'opération, qui est relativement neutre, mais enfin voilà, je fais cette observation parce que aujourd'hui, le règne de la force est tel qu'il y a des gens qui sont assez forts pour se passer d'une bonne communication. Alors, en Occident, les pays comme l'Amérique ont beaucoup de forces militaires, etc. Ils ont développé des instruments de propagande incroyables. Les Américains s'étaient trouvés un peu pris de court entre 1945 et je ne sais quand, peut-être 1975, jusqu'à où la propagande soviétique avait réussi à envahir les esprits dans tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Et ils étaient moins bons pour tout ça. Mais ils ont fait un énorme effort pour rattraper le retard. Et ils se retrouvent avec une batterie de moyens de manipulation de l'opinion qui est sans précédent, au moment où celle des soviétiques s'effondre en 1990. Donc il y a cet aspect de la bataille et je trouve quand même que les Russes pourraient être meilleurs. Bon, ça c'est une opinion personnelle. Oui. Cet auditeur poursuit par un second message. N'ayons pas peur des mots. Le porte-avions n'est que le prolongement de la politique de la canonnière. Oui. Le retrait des grosses unités américaines de la mer d'Oman, à la fois du porte-avions et du porte-hélicoptère, navire de débarquement du style Mistral, signe la fin de cette marine coloniale. Tout le monde n'est pas Kadhafi. Au passage, le Niger vient de prendre le contrôle de la filiale française d'extraction d'uranium. Il faut dire que ne percevoir que 5% de la valeur du minerai devait être un peu frustrant. Mais notre indépendance nucléaire ne repose plus que sur la filière MOX. Maintenant que les écolos ont liquidé celle des surgénérateurs qui auraient rendu l'uranium extrait moins indispensable,
et cette haute trahison a bien rempli son but de soumission aux USA. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le gouvernement du Niger d'expulser aussi les Américains, Oui. mais au bénéfice des Russes sans doute. Oui, tout ça est bien malheureux, là, mais enfin, nous ne faisons pas trop d'illusions sur le minerai du Niger, hein. Il était un peu surpayé parce que c'était une ancienne colonie française à qui on voulait faire une fleur. Il y a deux pays qui avaient qui ont de l'uranium, c'est le Niger et la Centrafrique. Les vrais experts disent que ils ne sont pas irremplaçables, ni l'un ni l'autre. Et les coûts d'extraction ne sont pas non plus les meilleurs. Ça, c'est vrai. Ah oui. Quant au retrait de la France de cette région, pour moi, je le dis dans mon livre, il n'y a pas d'échec de la France en Afrique, il y a un échec de Macron. Et ça continue, ça continue. J'ai cru comprendre que le Tchad, qui était notre allié privilégié dans la région, grâce à un président qui s'appelait Idriss Déby, et Idriss Déby a été assassiné, on ne sait pas trop par qui, il a été remplacé par son fils, non sans difficulté sur place, hein. Et son fils a décidé de demander aux Français de quitter le territoire où il y avait une base française. Bon, je trouve que c'est pas très malin parce qu'ils n'ont pas réglé le problème de Boko Haram, mais il paraît que les Français n'auraient pas voulu participer à une opération contre Boko Haram, ce qui, je ne sais pas, avec Macron, tout est imprévisible, hein. En tous les cas, il y a eu un entretien en notre inénarrable ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, qui ne connaissait rien à l'Afrique et à la sensibilité africaine, avec Idriss Déby fils, qui s'est mal passé. Je veux dire, et j'ai vu des petits extraits de ce qu'il lui a dit. Ça montrait qu'il ne connaissait pas la susceptibilité africaine. Et la décision a été prise après. Donc, c'est catastrophique. Nous n'avons plus... Dans mon livre, j'ai consacré un chapitre assez long aux questions africaines. D'abord parce que la France avait des positions importantes sur ce continent. Ensuite parce que c'était là où Macron avait le plus de marge de manœuvre, hein. Je veux dire, quand il est sur les autres théâtres d'opération, c'est pas lui qui décide. Il a une marge de manœuvre beaucoup plus limitée. S'il envoie par malheur des troupes françaises pour protéger Odessa, c'est pas lui qui va décider de la stratégie. Alors qu'en Afrique, nous avions carte blanche. Mais sa maladresse, son mépris des gens, c'est le paradoxe de Macron. Il a été élu comme le candidat de l'antiracisme face à deux reprises, Marine Le Pen, qui était supposée être quelqu'un de raciste, et son comportement en Afrique porte les marques à tout instant d'un sentiment de supériorité vis-à-vis des Africains, qui les a exaspérés, qui les a... si vous trouvez certains extraits de ces discours, ils sont insupportables d'arrogance, de mépris, sur le mépris du pays. Et je ne vais pas vous en reciter, vous en trouverez quelques-uns, mais quand il est allé à Kinshasa il n'y a pas très longtemps, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Évidemment, il croit que les gouverneurs des colonies parlaient sur ce ton parce qu'il est tout à fait ignorant de l'histoire d'Afrique. Il n'en connaît que ce qu'on enseigne dans les universités américaines décoloniales et woke. Il croit que c'est comme ça qu'il faut se comporter, comme un colonialiste de caricature, de bande dessinée. Et bien entendu, il vexe tout le monde. Et malheureusement, au Quai d'Orsay, il y avait une compétence africaine du fait de la fermeture de l'école de la France d'outre-mer en 1962. Mais les gens qui sont passés par la France d'outre-mer, ils ont pris leur retraite vers 1990, 2000, et ils n'ont pas vraiment été remplacés, parce que dans la haute fonction publique, c'est pas tout à fait du racisme, mais on tient à distance tout ce qui est africain, parce que ça, c'est pas bon pour les carrières, hein, j'exagère à peine. Donc j'ai insisté sur les échecs. Le plus monstrueux, c'est quand même son attitude vis-à-vis du président de Rwanda, Paul Kagame, qui non seulement est un plus grand criminel contre l'humanité qui soit encore en vie, mais qui a craché sur la France pendant 30 ans, en raison de l'engagement à la demande de Mitterrand auprès ses adversaires de Kagame pour l'empêcher de prendre le pouvoir.
expédition que je trouve pour ma part légitime. Il y a des gens qui s'en méfient parce que ça vient de Mitterrand, mais il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas se méfier. Et Védrine, d'ailleurs, défend la position française. Mais il a craché sur la France, il nous a accusés de crimes contre l'humanité, mais même si judiciairement ça s'est finalement réglé à Paris, encore que Charles Onana, qui est un universitaire d'origine camerounaise, défend avec ardeur les positions de la France. Et pour cela, il est passé en justice. Il est passé en justice en ce moment face à des juges qui ne connaissent rien au sujet, qui répercutent les stéréotypes nord-américains. Donc, la manière dont Macron s'est mis à genoux devant ce personnage, parce que pour certains, il était arrogant, mais pour d'autres, il était au contraire servile. Il ne connaît pas d'autre relation que l'arrogance et la servilité. C'est sa psychologie. Et servile, au point de demander, il n'est pas allé jusqu'à demander pardon, comme l'autre le voulait, mais enfin, il a multiplié les actes de récipiscence un peu honteux. Et alors, tous les Africains l'ont vu. Ce président de la France, ils ne disent pas le président de la France va se coucher devant le Rwanda, qui est l'un des plus petits pays du monde, un des plus pauvres du monde. Quel respect voulez-vous qu'elle inspire aux autres pays de la région, hein. Et c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles les pays se retirent de l'alliance française, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas des liens d'amitié qui existaient ou de coopération qui existaient avec la France. Alors, il en reste quelques-uns, il reste l'Angola, le Bénin, la Côte d'Ivoire, avec qui nous n'avons pas apparemment des problèmes, mais le Sénégal, très récemment, a demandé aussi aux troupes françaises de partir. Tout ça est assez désastreux. Si vous voulez, la position de la France dans le monde, c'est toujours 68 millions d'habitants, en comptant 2 millions pour l'outre-mer. C'est un PIB qui est encore entre le 5e et le 7e du monde. Enfin, je ne parle pas du PIB par habitant, parce qu'il est complètement obéré par les Émirats arabes unis. Il y a des pays qui ont beaucoup de ressources et très peu de monde. Mais notre position était en baisse, mais comme celle de l'Allemagne, comme celle du Royaume-Uni. Avec l'Italie qui se maintient un petit peu. Donc, ça, c'est la base. Mais ça ne nous fait pas de nous une grande puissance, parce qu'il y en a d'autres. Vous prenez l'Indonésie, leurs chiffres sont meilleurs. Mais il y avait 5 éléments qui faisaient de nous un pays spécial. D'abord, siège au Conseil de sécurité et force de dissuasion. Macron a essayé de commencer une guerre d'usure contre ces deux forces, hein, en proposant d'européaniser notre force de dissuasion, en proposant de partager le siège, également le siège aux Nations Unies. Il n'a pas fait, mais il s'est un peu rendu ridicule, parce qu'on est ridicule dans la sphère internationale si on ne défend pas l'intérêt de son pays. Et on est estimé, même par des gens qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, quand vous les défendez. On sait bien, il est dans son rôle, il se défend. C'est ça que M. Macron a cru que, en jouant les généreux au détriment des intérêts du peuple français, il allait être plus estimé. Non, c'est le contraire. Alors je continue, il y a ces deux-là, il y a la francophonie. Il est allé mettre par provocation à la tête de la francophonie le bras droit de M. Paul Kagame, qui est une femme, la femme d'un pays qui est passé délibérément de la francophonie à l'anglophonie. Un bel exemple pour les autres. C'est vrai. Vous avez donc là on est à 3. Il y a notre présence en Afrique qui est extrêmement érodée et affaiblie. Peut-être pas de manière définitive, parce que les contacts que j'ai avec des Africains de base me disent que les vociférations de certains chefs d'État africains contre la France n'expriment pas le sentiment des gens de la base. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de prêtres africains, par exemple, qui sont détachés à Paris pour faire des remplacements. Bon, je les vois, j'en parle. Ils n'ont pas des sentiments d'hostilité. Ils me disent que les peuples n'ont pas des sentiments d'hostilité. Ils en auront encore moins quand ils auront expérimenté la brutalité russe et le mercantilisme
chinois. Et puis, il y a le souvenir, malgré tout, des bienfaits de la France dans ces pays, les campagnes de vaccination contre la mouche tsetse, contre la maladie. C'est loin, hein, c'est loin tout ça. C'est S'il y a loin. des démagogues qui leur en parlent pas, Oui. Écoutez, je viens de découvrir une chose. Au hasard de mes lectures, il y avait un contingent centrafricain important à la bataille de Bir Hakeim, qui fut tout de même une des... Ça s'appelait le bataillon de Lubangui. Je me suis renseigné, il y avait des Africains, il n'y avait pas que des Blancs, et il a joué un rôle dans la bataille de Bir Hakeim, qui est quand même une des batailles les plus glorieuses Oui. de la France. Oui. Et je l'ai dit à un ami centrafricain, qu'il savait, d'autant que son père y était, mais qui m'a dit, aujourd'hui personne ne le sait plus. Ah oui. Le président de la République ne le sait pas, les gens qui sont autour de lui ne le savent pas. Mais je pense qu'on a l'impression que M. Macron a essayé délibérément d'affaiblir, par ses maladresses, par son arrogance, par ses insultes quelquefois, affaiblir la position de la France dans les pays d'Afrique ou proches de l'Afrique, comme Haïti. Vous avez vu l'incident dont je ne parle pas parce qu'il est arrivé depuis, où il traite les Haïtiens de cons. Mais c'est pas complètement innocent. Si on a 1 ou 2 minutes, je vous expliquerai ce qu'il y a derrière. Donc ça fait le 4e pilier. Bon, le 5e pilier, il n'a pas pu y toucher, mais il a tout de même affaibli à terme par sa passivité devant les événements de Nouvelle-Calédonie. Le sentiment d'un désintérêt de la classe dirigeante française, parce que le mondialisme détruit les liens géographiques. Il est agéographique. Hein. Donc, les Antillais, les habitants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie n'ont pas l'impression que la France est un pays colonial. Ils ont l'impression que c'est un pays qui ne s'intéresse plus à eux. Et effectivement, c'est le cas de ces élites qui sont un pied dans la banque, un pied dans les grandes affaires, un pied à l'inspection des finances, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce mépris qu'on porte à l'Afrique, on le porte aussi, malheureusement, dans certains milieux. Je ne veux pas généraliser. Dans certains milieux, à nos territoires d'outre-mer, qui permettent à la France d'avoir la deuxième zone économique exclusive du monde, après les États-Unis. Ça, il faut le garder. Donc, si la Nouvelle-Calédonie était perdue, d'une manière ou d'une autre, la Polynésie le serait aussi, et la Polynésie, c'est grand comme l'Europe. C'est un domaine grand comme l'Europe. Vous imaginez, bon, on n'en fait rien, mais ça fait rien. Ça compte quand même dans les esprits. Donc vous avez les 5 éléments de puissance auxquels Macron s'est attaqué de manière systématique. Alors, est-ce que c'est pour construire l'État mondial ? Oui, peut-être, parce que les gens qui veulent le construire, mais pas en France, ou encore même en France, pensent que l'orgueil français, le sens de l'État français, le souci de l'indépendance de la France est un obstacle qu'il faut réduire. Il faut affaiblir la France. Oui. Affaiblir la France comme entité emblématique. Oui. Et il y a une histoire riche, se disant la fille aînée de l'Église, ou s'étant dite la fille aînée de l'Église, et puis un pays ambigu qui est à la fois latin et germanique, qui est à la fois... sur l'Atlantique et sur la Méditerranée, qui est au centre géographique de l'Europe de l'Ouest, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas faire quoi que ce soit en Europe si on met la France à l'écart. Donc la France, c'est le trubillon au fond de la classe. Même s'il n'en fait rien, et Macron ne fait rien qui puisse apporter du trouble, on s'en méfie. Et on cherche à l'affaiblir d'emblée. Il y a cet état d'esprit. Et je vous ai cité les 5 éléments qui font que la France a un statut spécial sur la planète. Eh bien, ces 5 éléments, il faut les conserver. Il faut les conserver. Mais ce n'est pas la politique depuis 2017. Et ça, c'est très grave. On a même l'impression que Macron exécute une feuille de route écrite ailleurs. Écrite à Washington. Oui.
il a quand même offert sur un plateau des joyaux industriels français aux Bien sûr. Américains. Il y a ça aussi, absolument, absolument. Il abaisse la France constamment. Bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas que le fruit de l'inconscience ou de la perversion. Il y a aussi qu'il veut faire plaisir à ses maîtres. Je crois pas qu'il y a une certaine complaisance de sa part à humilier la France. Oui. Mais c'est pas un sentiment, c'est pas. Vous ne trouverez pas la clé dans ses relations avec son père, qui sont d'ailleurs assez mystérieuses. Vous la trouverez dans son idéologie. Une idéologie mondialiste Oui, oui. qui doit passer au bulldozer Oui. tout ce qui présente quelque relief que ce soit, Oui. qui signifie une culture, qui signifie une tradition, qui signifie une personnalité. Il a Donc, été choisi pour ça. Et il a été oui, mais c'était pas évident qu'ils en trouvent un qui soit aussi caractéristique. Enfin, on peut vous parler des ordres venus Washington. pardon. De Washington. Oui, l'ordre mondial, je sais pas où il est centré. Hein, il y en a qui disent que c'est à Londres. Je sais Alors pas. oui, Ça, il y a, et notamment la haute finance de la City, oui, qui paraît-il est encore un épicentre. oui, on le dit. Et qui je sais bien ce que vous dites. Hein, je sais bien ce que vous dites. Peut-être d'ailleurs qui explique peut-être d'ailleurs le changement de posture de Macron sur le Proche-Orient, où il s'est pris des distances vis-à-vis de Netanyahou, ce qui lui vaut d'avoir été incendié par tous ceux qui défendaient la politique d'Israël. Haïti, qu'est-ce qui s'est passé ? Au plus fort de la crise du Covid, ou plutôt au début de la crise du Covid, quand on s'est aperçu qu'il y avait des pays qui ne voulaient pas appliquer les plans de confinement et de vaccination, spécialement des pays africains, il y a des instances internationales qui se sont fâchées. 3 de ces pays, le chef d'État a été assassiné, dont Haïti. Vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie. Le chef d'État est mort dans des conditions assez mystérieuses puisqu'il se portait très bien. À Madagascar, où il y a un excellent président d'ailleurs, francophile, compétent, sympathique, mais que les Français méprisent. Peut-être parce qu'il aime la France. C'est qu'il y a quelqu'un qui aime la France sur le territoire international, il est suspect aux yeux de... Sauf les Arméniens. Je veux dire, moi, je ne critique pas ce qu'a pu faire Macron auprès des Arméniens, mais ça reste purement moral, parce que ça reste purement moral. Alors, dès que... Alors, donc... Et ils ont été remplacés. À Madagascar, il y a eu une tentative de coup d'État qui a échoué, mais le président a vu passer le vent du boulet. Donc, ils ont été remplacés à Haïti. On est allé trouver un professeur de médecine éminent, puisqu'il appartient à l'Académie de médecine française, déjà âgé, imposé par une équipe internationale. Et c'est probablement Macron qui avait trouvé le nom et qui permet de dire aux Haïtiens, mais je vous avais trouvé quelqu'un de très bien, je ne vois pas pourquoi vous ne l'avez pas gardé. Bon, il s'est heurté à un mécontentement, il est vrai, endémique dans ce pays. Il n'a pas su capter et il a été renversé. Donc c'est la première fois, ou la seule fois où un homme imposé au forceps par l'ordre mondial pour qu'il exécute les consignes de la campagne anti-Covid et la vaccination, avec tout ce qu'on peut faire avec la vaccination plus tard, qui est renversé par le peuple. C'est pour ça qu'il avait ciblé les Haïtiens comme des gens qui méritaient d'être insultés, quoi. Alors c'est très mauvais, parce que j'imagine qu'en Guadeloupe, en Martinique, certains l'auront pris pour eux, ce qui sera une raison pour déstabiliser aussi ces territoires. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez... Il est allé à Kinshasa, il a quasiment insulté le président du Congo, Kinshasa, qui est quand même le deuxième pays francophone,
du monde. Également, deuxième pays catholique du monde, mais le premier n'est pas le même dans les deux cas. Francophone, c'est la France, et catholique, c'est le Brésil. Mais enfin, c'est un pays important, rempli de richesses. Bon, c'est le foutoir complet, mais raison de plus pour les aider. Et il est attaqué par Kagame et par le Rwanda, et Macron est du côté de Kagame et du Rwanda. Il est du côté du plus grand criminel de la Terre. Et donc du côté américain. Bien sûr, oui, tout à fait. Puisque le Rwanda est sous influence américaine. Bien sûr, complètement. Ça, c'est sûr. Si c'est pas l'inverse, quelquefois, parce que Kagame est tellement diabolique que parfois on se demande si c'est pas lui qui tient par le bout du nez les Américains. Mais ça peut arriver aussi. Disons que c'est une relation synalagmatique. Oui, au minimum, oui, tout à fait. Voilà ce que cet alignement sur le logiciel mondialiste, un logiciel qui a aussi d'autres volets, dont je parle un petit peu, le volet sociétal, par exemple, qui comporte mettre l'avortement dans la Constitution, c'est inscrit dans un agenda mondial. C'est pas une décision française de Macron. Alors, les Polonais résistent sur la question de l'avortement. Il est allé les engueuler. Et de quoi il se mêle? Je veux dire, c'est une affaire interne à un pays. C'est pas. Mais il nous a fâchés avec la Pologne. Gravement, il nous a fâchés avec la Bulgarie. Ça s'est pas su parce qu'il a tenu des propos insultants sur les Bulgares. Enfin, il a dit que dans les restaurants français, on préférait employer des Guinéens que des Bulgares. Voilà. Non, mais ça a provoqué une petite crise, une crise. Avec l'Italie, il a été odieux, totalement odieux. D'abord par ses initiatives diplomatiques. Il a prétendu régler lui-même, tout seul, la crise de Libye en convoquant des réunions, sans prévenir, sans passer, sans s'associer à l'Italie. C'est comme si quelqu'un voulait aller régler les problèmes de l'Algérie sans passer par la France. Et ensuite, quand Mme Meloni a été élue, il est allé faire une visite, mais qui n'était pas pour une visite de bon accueil. C'est une visite d'inspection, pour rappeler qu'il y avait des valeurs, avec des guillemets, bien entendu, parce que ce sont souvent des anti-valeurs européennes qu'il faudrait respecter. Madame, vous savez, vous entrez dans un club, mais on vous a à l'œil, quoi. C'était pas le meilleur moyen de se rallier ce grand pays qui devrait être un ami de la France s'il n'y avait pas tant de maladresse du côté français, presque toujours du côté français à son égard. Parce que nous avons beaucoup de choses en commun avec les Italiens, spécialement aujourd'hui. Notre économie, sur certains plans, leur va mieux, sur d'autres plans, c'est la nôtre. Enfin, Cher Roland Hureau, on me fait signe que nous arrivons à la fin de cette passionnante émission. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, je vous rappelle le livre de Roland Hureau, Le Grand Déclassement, sous-titre « La politique étrangère de la France depuis 2017 », paru il y a quelques jours aux éditions de Paris Max Chaleil. Donc, un livre dont nous avons eu un brillant aperçu au cours de cette émission, et un livre donc que je vous incite à lire, qui est un livre passionnant, comme tous les livres qu'écrit Roland Hureau, une bonne vingtaine, et qui nous permettent de mieux comprendre les problématiques internationales d'aujourd'hui. Et je vous dis... Nous n'avons pas pu lire tous les messages, malheureusement. Ah oui. Certains sont... Vous en avez encore un, oui. Il y en a encore. Oh, écoutez, oui. On a une petite minute. Peut-on considérer que les USA ne cherchent pas à reproduire ce qu'ils n'ont pas réussi auparavant, dépecer et anéantir la Russie? Car les USA ont une certaine crainte, notamment avec les BRICS. Et d'autres messages encore? Alors un message, oui, toujours cet auditeur Jean-Denis. Les événements semblent très graves en Syrie. Hamas serait tombé sans combat. L'autoroute principale Damas-Homs serait sous contrôle des islamistes. De nombreux chars T-90 de l'armée syrienne auraient été capturés, ainsi que les systèmes antiaériens, dont un S-400.
Seule l'aviation russe permet encore de tenir, mais les navires russes ont appareillé de la base de Tartous, très probablement pour les mettre temporairement à l'abri jusqu'à l'éclaircissement de la situation. Il y a encore d'autres messages. C'est terminé là. Voilà. Nous aurons lu ainsi tous les messages. Et je crois qu'on nous incite maintenant à clore notre passionnante émission, mais nous en ferons d'autres. Merci à Michel pour la prise des messages.